Alors, communication animale, on va se mettre d'abord tout de suite d'accord sur les termes. En Belgique, il y a aussi un autre courant qui appelle ça communication intuitive. C'est la même chose, donc ne vous arrêtez pas sur les termes. La seule différence, c'est que communication intuitive est un terme qui a été breveté et qu'on ne peut pas utiliser, même si on est formé, ce que j'ai fait. Donc du coup, tous ceux qui ne sont pas en train d'être formateurs, autrement dit juste Anna Evans en fait, donc tous les autres font de la communication animale. Alors la communication animale, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de communication qui va nous servir à donner la parole à des êtres qui, a priori, ne sont pas sur la même forme de dialogue que nous. Alors quand les gens viennent en formation en communication animale, souvent ils viennent effectivement pour les animaux. Ils ont envie de comprendre mieux leurs chiens, leurs chevaux, leurs chats, etc., etc. Et puis, petit à petit, ils comprennent que animal, en fait, l'animal est une voie d'entrée pour démarrer ce chemin-là, mais qu'en fait, ce qu'il y a d'important dans le mot animal, c'est anima, l'âme. Et fort heureusement, il n'y a pas que les animaux et nous, et certains d'entre nous, qui ont une âme, mais tout a une âme. Et donc, dans le courant de la formation, on va aussi aller explorer. Pourquoi tu ris? Tu connais des gens qui n'ont pas d'âme? Mais non. On va aussi aller explorer, les végétaux, on va aller faire du travail en forêt pour discuter avec les arbres, etc. Il y a vraiment plein de choses à voir. Alors, la communication animale, ça fonctionne comment? L'idée est d'arriver à se mettre sur quelque chose qu'on a en commun avec l'animal en face de nous pour pouvoir échanger des infos. D'accord? Alors, les neurosciences évoluent et la physique quantique aussi, et c'est juste magique parce que depuis des années maintenant, tout ce qu'on apprend de mieux et de plus dans ces deux domaines-là ne viennent que confirmer que la CA, elle a vraiment bien sa place dans les outils de communication. Donc l'idée est de se dire qu'au niveau de nos ondes cérébrales, quand vous faites n'importe quelle pratique méditative, quand vous faites de la sophro, quand vous faites de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, bref, quand vous faites toutes ces démarches-là qui vous apaisent tellement et où vous vous sentez tellement zen, vos ondes cérébrales sont dites, vous habitez à ce moment-là plus ou moins en ondes alpha. Si on fait un électroencéphalogramme chez les animaux, en fait, on se rend compte que l'animal relativement bien dans ses pattes, il est en onde alpha. Quand est-ce qu'il sort de son onde alpha? Quand il est stressé. Il monte en onde bêta. Ça veut dire que pour vos animaux domestiques, vous êtes des autres animaux éternellement stressés. Parce que nous, on est en onde bêta habituellement. Il faut qu'on fasse une démarche pour descendre en onde alpha. Alors, oui, tu veux dire quelque chose? Non. Non, c'était derrière, pardon. Donc, à partir de ce constat-là, on avait deux choix. Pour essayer qu'on soit tous les deux sur la même longueur d'onde, soit vous mettez un coup de pied au cul de votre chien, vous le stressez et il est sur la même longueur d'onde que vous, et vous espérez à partir de là avoir une communication pleine d'amour et de bienveillance. Ça marche peu. Soit on laisse l'animal tranquille et on prend, nous, notre responsabilité de descendre en onde alpha. Et donc, si vous avez déjà des pratiques méditatives, quelles qu'elles soient, vous savez déjà faire ce travail-là. Et donc, quand les gens se forment en CA ou quand je pratique en CA, l'idée est d'arriver à descendre en onde alpha de la façon la plus fluide et le plus rapidement possible. Quand on fait la formation, on prend du temps, c'est quelque chose qui s'apprend, on est couché sur un tapis, je guide une relaxation, je guide un voyage, etc., pour apprendre aux gens à se vivre en onde alpha, à descendre en onde alpha. Et puis, quand on commence à être plus aguerri dans les voyages et qu'on commence à être plus fluide et plus souple, eh bien, on en arrive alors à une posture plus professionnelle qui est un pied dedans, un pied dehors. Le propriétaire me parle, je traduis à l'animal répond, je traduis au propriétaire. J'ai plus besoin de me coucher et de dire attendez 3/4 d'heure, je m'installe. Ça, c'est beaucoup plus fluide. À partir du moment où on peut être sur cette même longueur d'onde, qu'est-ce qu'on peut s'échanger? On peut s'échanger en fait tout ce qu'on a déjà en commun. Et c'est déjà énormément de choses. Et qu'est-ce qu'on a en commun avec les animaux? Des émotions. Quoi d'autre? Des besoins physiologiques. Pardon? Un environnement, oui. Pardon? Des images. Ils voient, nous voyons. Donc, effectivement, on peut échanger des images. Quoi d'autre encore? De l'amour, tout simplement. Avec un grand A et un simple immense. On est d'accord. Quoi d'autre encore?
Oui, des douleurs. Il souffre, nous souffrons, on peut échanger là-dessus. Ok. Donc si je synthétise fort, on peut déjà partir comme base commune la plus étroite, au moins sur nos 5 canaux sensoriels. Hein. Comme tu l'as dit, on voit, il voit, donc on peut échanger des images, on peut échanger des sons, on peut échanger des odeurs, des saveurs, des ressentis, qu'ils soient de l'ordre du toucher externe, hein, des rugosités, du chaud, du froid, que ce soit des ressentis internes. On a parlé de douleur, et donc on est vraiment sur un concept de santé au sens large. On peut déjà échanger tout ça, c'est déjà beaucoup. Un canal émotionnel, évidemment, ils ont tout un éventail émotionnel disponible, nous aussi, on va pouvoir aussi échanger là-dessus. Quand on fait de la CA, j'ai quand même de dire, pour simplifier très fort et caricaturer, je sais que c'est une caricature, qu'il y a un peu 2 étages à la CA. Et ces 2 étages ont la même démarche. C'est juste l'essence des questions que vous allez poser à l'animal qui va décider si on monte ou si on descend. Mais la démarche en elle-même est rigoureusement la même. On a une communication de cœur à cœur. Autrement dit, on va pouvoir échanger sur le quotidien de l'animal, sa santé, son environnement, ce qu'il pense de son propriétaire, ce qu'il aime comme loisir. Si c'est un animal sportif, est-ce que c'est le sport qui lui convient? Je ne sais pas. Si c'est un animal d'élevage, mais est-ce que ça lui convient de faire de l'élevage? Bref, tout autour par rapport à sa vie bien là dans l'ici et maintenant. Et puis un étage beaucoup plus subtil, hein, où on est dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, où on va être dans une communication alors d'âme à âme. Et dans cette communication d'âme à âme, on va pouvoir aborder toutes les questions plus existentielles. Quelle est ta mission de vie? Quelle est ta mission de vie dans cette famille? Pourquoi es-tu venu? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Qu'est-ce que tu as à leur apprendre? Qu'est-ce que eux viennent t'enseigner? Pourquoi? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu arrives? Bref, on est sur quelque chose. Comment est-ce que vous êtes déjà connus? Vous vous détestez, mais pourquoi vous vous détestez? Vous vous adorez, mais pourquoi vous vous adorez? Qu'est-ce que vous avez déjà vécu ensemble, éventuellement dans des vies antérieures? Qu'est-ce que vous avez comme compte à régler, éventuellement? Est-ce qu'il y a des contrats d'âme? Autrement dit, est-ce qu'il y a des relations miroirs qui sont là? Si c'est le cas, qu'est-ce que la relation miroir vient révéler? Des fois, on est sur des choses très chouettes, très joyeuses, des fois moins. Il y a de tout. Donc on est comme ça sur une communication à 2 étages, et en fonction évidemment des questions que vous posez, c'est clair que si vous dites à un animal où as-tu mal, il ne va pas vous répondre sur sa mission de vie. Hein. On a des réponses par rapport aux questions qu'on pose. Mais les 2 sont tout à fait possibles, et les 2 sont... on apprend les 2 quand on s'intéresse à ce cursus-là. Alors, si je reste un petit peu d'abord sur cette communication de cœur à cœur, hein, à quoi ça sert en fait de la CA? Ça va servir à mieux aimer, mieux prendre soin, avoir en fait le point de vue de l'animal. L'animal domestique a un statut à ce titre-là extrêmement particulier et extrêmement difficile dans notre culture, que à la fois c'est un animal qui du coup est protégé, on va dire, hein, il est nourri, logé, nourri, blanchi, mais en attendant, il a perdu beaucoup d'initiatives et on décide de beaucoup de choses pour lui. Et vous prenez le chien c'est le topo, c'est quand même, à mon sens, le seul animal qui ne peut même plus décider quand il fait pipi. On lui dit, il va faire pipi maintenant, c'est maintenant qu'on sort. Hein, et on décide l'endroit, le lieu, le moment, c'est quand même des besoins physiologiques, quoi. Mais nous, on s'est habitués à ça pour notre confort. Et le chien s'habitue à ça aussi, même dans leur inconfort. Donc, pouvoir pratiquer la communication animale dans cette relation de cœur à cœur, c'est aussi aller chercher le point de vue de l'animal. Point de vue de l'animal qui, des fois, donnera lieu à une négociation. Si l'animal, allez, je prends cet exemple-là puisqu'on en parlait, a pris une mauvaise habitude d'uriner sur un endroit qui ne vous convient pas, eh bien, on va aller chercher la situation et commencer une négociation avec lui. Pour sortir un peu du rapport de pouvoir de « je décide que » et tu n'as qu'à plier et obéir. Non, on va aller chercher une 3e voie qui est une voie beaucoup plus en win-win pour voir mais comment est-ce qu'on peut ajuster les choses pour que chacun puisse être acteur dans notre vie, qu'on soit dans un partenariat et pas dans un « je suis propriétaire et toi, obéis », c'est tout. Même si on sait bien que ça va encore être comme ça pour beaucoup de choses. Donc, dans cette communication qui concerne le quotidien, on va être à la recherche des... je perds mon fil. Donc, de comment l'animal perçoit son environnement, comment il perçoit ses humains aussi, c'est important. On va aussi être sur tout ce qui est information. Vous déménagez,
On sait que ce sont des choses qui sont extrêmement stressantes pour les animaux domestiques, mais on peut préparer les choses. On peut préparer l'animal et lui expliquer qu'on va changer de maison. On peut lui demander du coup comment tu veux voyager, dans la voiture, dans le coffre, dans une cage, pas une cage. On peut discuter de tout ça. Quand les choses sont préparées, les choses comme par hasard se passent beaucoup mieux. On va préparer les arrivées d'enfants, par exemple. Un bébé qui arrive, on sait que ça chamboule toute une famille, mais prévenir le chien, le chat, ou des fois les chevaux, que ça va arriver, c'est évidemment immensément important. À l'inverse, les gens qui s'en vont, quelqu'un décède dans la famille, ben, il faut l'informer, l'animal. Sinon, on va juste attendre qu'il s'en rende compte, attendre qu'il pompe notre chagrin, qu'il comprenne qu'on est triste, pour à un moment donné se rendre compte que cette odeur qui était là si familière commence à s'estomper, et lui va avoir des ressentis beaucoup plus subtils qu'il ne va peut-être pas forcément comprendre tout de suite. Donc on peut préparer les animaux à tout ce qu'on vit, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Tout à l'heure, on a abordé la santé, idem. Quand un veto, des fois, me téléphone en me disant « Voilà, moi j'ai fait tout le tour, désolé, je ne vois rien. Tu veux bien demander ?» Ben, je demande. Et puis l'animal me dit « Ah ben, j'ai un souci là. » Alors je dis au veto « C'est là. » Il me dit chaque fois « C'est juste le dernier truc que je n'ai pas cherché. » Et c'est bingo. Voilà. Moi, je ne demande pas le diagnostic, je ne demande pas ce qu'il a cherché avant, ça ne me regarde pas, c'est pas ma consultation, mais l'important, c'est que ça a servi, et donc c'est très bien. Dans la santé, tout à l'heure, j'évoquais les relations miroirs, on a aussi cet aspect assez spécifique où, dans les contrats d'âme, il arrive que vous ayez une relation miroir avec un animal. Ça donne souvent des relations très fusionnelles et des fois des relations extrêmement difficiles. Donc des fois on se déteste, mais on n'arrive pas à se séparer. Donc il reste l'animal, hein, tout le monde se déteste, mais il reste quand même. Et puis quand on va un petit peu chercher d'où vient cette relation miroir, d'où vient, on se rend compte qu'il y a eu un contrat d'âme à un moment donné. Et donc là aussi, on peut aller chercher le pourquoi du comment. Et dans le quotidien, cette relation miroir peut aussi donner des effets au niveau santé. Ce sont des animaux qui typiquement vont souvent, pas toujours, vont souvent aller prendre les soucis de santé des propriétaires, quitte eux-mêmes à métaboliser le problème de santé du propriétaire. Donc vous imaginez comme c'est délicat parfois, quand je me retrouve dans cette situation et que l'animal a développé un diabète ou un cancer, et que l'animal me dit « mais en fait c'est pas mon cancer, c'est le sien ». L'ennui c'est que la personne, elle n'en sait rien encore. Et elle ne m'appelle pas pour elle m'appelle pour l'animal qui ne va pas bien, quoi. Donc voilà, des fois, c'est des sujets très sensibles où comment informer, comment passer une certaine info sans faire peur aux gens. Ce n'est pas l'idée de dire « Ah, vous savez, vous avez un cancer ». Voilà, on ne va pas quand même faire les sauvages comme ça. Mais en attendant, il y a quelque chose à en dire de cette triangulation-là. Au niveau terre-à-terre, dans les communications de cœur à cœur, on est aussi sur tout ce qui peut perturber l'animal dans son quotidien. Alors, je vous le dis comme je le dis en formation, je suis désolée si c'est un peu clash, mais ça vaut la peine d'être su. Si vous commettez un adultère, ne le faites pas en présence du chien. Les chiens balancent. Et ils ne se gênent pas pour balancer. Voilà. Et il n'y a qu'une personne embarrassée après, c'est moi. Donc, des fois, les chiens vivent les choses, ne sont pas bien avec ça, ça les perturbe réellement. Et puis on m'appelle en disant ben voilà, il ne mange plus, il n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Moi je viens et puis le chien me balance l'adultère du conjoint. Oui. Il ne le sent pas si même ça se passe ailleurs? Il ne le sent, si, bien sûr qu'il le sent. Donc il peut le balancer même si on n'est pas chez soi? Oui, mais en général tu ramènes tellement... on ramène tellement d'énergie autre quand on revient que c'est ça qu'il perçoit aussi. Donc effectivement, on n'est pas obligé que le chien soit au pied du lit, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, c'est su. C'est su. Et alors, c'est des pipelettes. Les chiens, c'est des concierges. Autant les chats sont nettement plus discrets, hautains, etc. Mais les chiens, c'est des concierges. Si vous ouvrez cette porte-là, vous allez avoir des tas d'infos qu'on ne demande pas forcément, quoi. Donc voilà, soyez un peu vigilants dans vos choix, s'il vous plaît. Du coup, j'en rigole, je reprends mes mots pour être sûr de ne pas oublier des choses. Ah oui, donc tout à l'heure, je vous disais, on va s'intéresser du coup à ce que l'animal... Oui? Il ne va pas? Si, il va. Ah, il est arrêté. Oh, merci de me le dire. Alors, hop. Pom, 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 pom. En fait, ce n'est pas le même.
Voilà pourquoi ça ne va pas. Alors du coup, on fait une mini pause et on va aller chercher. Ouvrir un projet. Voilà. Hop. Et ça redémarre. Merci tout plein de votre vigilance. Voilà. Amber. Donc on va chercher les impressions de l'animal, ce qu'il perçoit dans l'environnement. Ça aide, je vous ai dit, à prévenir, à informer, etc. Ça fait gagner du temps aussi. C'est quand même nettement plus intéressant de savoir que, j'invente, que quand vous donnez de l'eau à votre chien dans une gamelle en métal, en fait le métal l'indispose. Pas tous, hein, il y en a qui aiment bien, qui préfèrent. Mais pour certains, il faudrait vraiment du plastique. Alors plutôt que de voir que le chien ne boit pas et qu'on chipote et on se demande quoi et on se pose des questions et on consulte un veto en disant « il ne boit pas, au secours », des fois avoir juste l'info que c'est la matière qui gêne, ben, on change la matière, le chien il boit et on est tranquille. Donc la CA, dans plein de moments, c'est vraiment un gain de temps. Si on va chercher l'info là où elle est, l'animal sait, ben, allons lui demander, plutôt que de toujours nous faire 10 000 hypothèses. Elle permet aussi d'élargir très fort le champ des possibles. Il y a plein de fois où on ne s'imagine pas du tout que certaines choses peuvent gêner ou toucher un animal, alors qu'eux, ils sont extrêmement sensibles à ce genre de choses. Je prends pour exemple, qui va du coup être à cheval entre le quotidien et les relations de cœur à cœur, les communications de cœur à cœur, les prénoms. Très classiquement, dans la domesticité, on décide du nom que l'animal va porter. Or, chaque nom a une vibration. Hein, pour ceux qui sont sensibles à ça, vous savez bien que les enfants, enfin c'est pareil. Vous connaissez tous, je suis certaine, des gens mal nommés. Vous connaissez tous un Robert que tout le monde appelle Benoît. Il y a des gens comme ça. Et pourquoi? Parce que la vibration n'est pas la même. Et effectivement, ils portent beaucoup plus la vibration d'un nom plutôt que de l'autre. Et l'animal domestique, quand il arrive dans nos vies, on décide pour lui de son nom. Et c'est pareil, du coup, on décide quelque part d'un état vibratoire dans lequel on aimerait l'inscrire. Alors des fois, on tombe juste, parce que heureusement pour vous et pour moi et pour tout le monde, on a une intuition. Hein. La formation CEA, elle ne sert pas à vous donner de l'intuition, vous l'avez, tout le monde a de l'intuition. La formation, elle sert à l'aiguiser, à faire en sorte qu'elle ne soit plus là comme un petit flash de temps en temps, mais qu'on puisse en faire quelque chose de beaucoup plus communicant, de beaucoup plus fluide. Donc, inscrire un animal dans un cadre vibratoire avec un nom, ben, quand on tombe bien, c'est très bien, et puis quand on tombe mal, ben, l'animal n'est pas bien avec ça, parce qu'on l'enferme dans quelque chose qu'on lui rappelle tous les jours. Un peu comme certains enfants ne vivent pas bien, et peut-être que vous avez des souvenirs de cette sorte-là pour vous, parce que le surnom qu'on nous a donné étant enfant, mais on n'aime pas ça. Et pourtant, tout le temps, les parents nous appelaient comme ça, et à un moment donné, on en a marre, quoi, parce que ça enferme dans quelque chose. Et donc l'animal qui est comme ça mal nommé, parfois il s'éteint. Voilà, je suis mal nommé, c'est comme ça, on fera ensemble. Et parfois, il se rebelle. Et ça donne des fois, alors du coup, des animaux qui ont des caractères qu'on trouve agressifs, qu'on trouve trop affirmés, alors qu'en fait, il est juste mal nommé et donc pas reconnu pour qui il est. C'est tout. Quand ça arrive, quand on m'appelle parfois pour un animal comme ça qu'on décrit comme agressif, comme compliqué, etc., c'est une de mes premières questions. Mais en fait, quel est ton nom de cœur? Et quand le mot qui arrive ou la consonance qui arrive est très différent de ce qui lui a été donné, mais on en parle évidemment avec le propriétaire. Et des fois, les noms changent et du coup, tout s'apaise. Je prends un autre exemple. Pour la formation, je travaille avec Christelle de Namur qui gère le refuge Équichance à Philippeville. Elle fait refuge pour animaux de ferme, donc tout arrive là-bas, etc. La première chose qu'elle fait, elle est formée en CA, la première chose qu'elle fait, c'est toujours de demander à l'animal quel est son nom. Et quand ce sont des animaux abandonnés pour des raisons de comportement, elle change le nom, en lui donnant le nouveau nom que l'animal demande.
Et elle me disait avec un peu d'amusement que c'était quand même, peut-être pas pour rien, que la plupart des boucs qui sont abandonnés, qui lui sont confiés parce que les gens n'en sortent pas, ils frappent, etc., ils s'appellent tous fripouilles, voyous, pirates et des machins comme ça, quoi. Elle change le nom, elle leur donne un nom en correspondance avec ce qu'ils demandent, donc avec les sonorités qu'ils demandent, mais un nom nettement plus doux, nettement plus vertueux. Et du jour au lendemain, le comportement change, quoi. L'animal est enfin reconnu dans ce qu'il peut être de bon et de beau. Et ça se montre vraiment tout de suite. Voilà. Tu rigolais. Tu voulais l'exemple avec la petite jument. Ben oui. Mais du coup, j'ai déjà oublié son nom. Poum, 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 poum. Ouais, hein. Mais je vais déjà commencer l'histoire et ça va peut-être revenir. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, une dame m'appelle, elle a une petite jument dans une écurie, sa fille monte, la maman ne monte pas, elle s'occupe de la jument, mais elle ne monte pas. Et la jument, quand la gamine, qui a 12 ans, quand la gamine s'en occupe, elle est vraiment très chouette, la maman aussi. Ils ont une bonne relation tous, mais dès que cette jument se retrouve en piste, elle est juste infecte. Et donc elle chotte les autres chevaux, elle essaie de les choper, de les mordre, enfin c'est vraiment, donner une leçon avec cette ponette, c'est vraiment devenu très pénible. Et puis, avec le temps, elle est devenue aussi très pénible dans l'écurie. Donc, quand ses propriétaires s'en occupent, elle est charmante, mais s'ils ne sont pas là, elle attaque tout qui passe devant le box, elle essaye de mordre, etc. Au point qu'à un moment donné, la gestionnaire de l'écurie dit, écoutez, peut-être penser à changer d'écurie parce que ça devient dangereux, quoi. Okay. Donc, on m'appelle dans ce cadre-là. Donc j'y vais, et quand je suis accueillie là-bas par la dame, elle me montre la jument, qui est au fond de son box, qui ne m'approche absolument pas, et qui, quand je lui demande d'emblée, bah, tiens, comment ça va, elle arrive avec une dose, je me prends une boule de colère là, un truc, pouf, bien senti comme ça, de ouf, si je traduis comme si c'était une conversation humaine, ça donnerait un truc genre mais qu'est-ce que je fous ici, qu'est-ce que je perds mon temps, mais enfin on ne me reconnaît même pas, et moi j'ai des choses à faire, et qu'est-ce que c'est que cette vie ici, etc. etc. Je dis wow, on va poser les choses, on va discuter, mais c'était énorme, c'était énorme. Tu te souviens de son nom? En K. Non, Kaya, Kayas. Kayas peut-être. Non, pas Kayas. Oui, mais ça va revenir. Et si ça ne revient pas, c'est pas grave, ça restera le mystère comme ça. Et donc, dans la discussion, à un moment donné, je lui demande, effectivement, mais je dis, mais c'est quoi ton nom de cœur? Et elle me donne un nom, qui ne revient pas maintenant, un nom en K, et elle me donne ce nom. C'est un mot qui, moi, ne m'évoque rien. Je ne connais pas ce mot. Pour moi, c'est deux sons mis ensemble, mais voilà. Et donc, je me tourne vers la dame, et je lui dis, elle me dit qu'elle s'appelle comme ça. Et la dame recule d'un pas, se colle le dos contre le mur, et elle fond en larmes. Et je me dis, ok, on va continuer. Et moi, je ne sais toujours pas dans quoi on est. Hein. Je dis des infos, et la dame s'effondre en larmes. Et elle m'apprend que ce nom, en fait, est le nom d'une tribu africaine, d'Afrique de l'Ouest, et qu'elle est arrière-petite-fille de cette tribu-là. Et qu'elle, toute cette vie, elle est occupée en Belgique à retrouver les descendants de cette tribu pour refaire un peu communauté et partager des choses, quoi. Et je dis ok. Et donc je lui demande si elle serait ok du coup de renommer cette ponette. Et elle me dit évidemment, évidemment. Donc j'informe la ponette que son nom change et qu'elle reprend son nom. Et donc la ponette du coup beaucoup plus apaisée, j'ai plein de frissons, continue à m'expliquer qu'en fait elle est une guerrière et que son job c'est de former la gamine à devenir guerrière. Elle doit prendre la relève. Donc, elle veut lui donner de la confiance en elle, de l'estime d'elle, l'élever. C'est la mission de tous les chevaux, élever l'humain. Mais en faire une guerrière. Et oui, ok, en faire une guerrière, mais là on est en 2024, dans une écurie, on ne part pas à la guerre tous les jours. C'est bien d'avoir cette mission, mais ce n'est pas forcément simple. Hein, ce n'est pas forcément simple à mettre en place. Et donc, j'explique tout ça à la dame, la fille n'est pas là, qui est aussi embarrassée que moi en disant « oui, c'est magnifique, ça va être super, mais comment on fait ça, quoi ?» Et donc, ce qu'on a trouvé comme arrangement, ce que je lui ai proposé, ce que je vous résume, sinon on est parti pour plus qu'une heure, c'est qu'en fait, elle arrête de tourner en manège, à faire des trucs, mais que par contre, qu'on fasse du pony game. Autrement dit, un sport où il y a de la compétition, il faut de la gnaque, il faut foncer, et il faut une petite cavalière là au-dessus qui aura cette gnaque, qui aura l'envie de gagner, qui va se surpasser, qui va se dépasser.
Et donc on a dit, bah, ok, enfin, ça convenait à tout le monde, ils ont essayé ça. Alors, dans l'écurie, du jour au lendemain, cette jument n'a plus jamais essayé de mordre personne. Elle était reconnue comme qui elle était. Et puis, ils sont épanouis en pony game. Ils ont gagné plein de trucs. Enfin, ils étaient... Et la gamine s'est affirmée d'une façon, 12 ans, quoi. C'était vraiment quelque part le truc qu'il lui fallait, plutôt que de tourner en rond, faire des vols, des machins, qui étaient sympas aussi. Mais ce n'est pas ça qui l'a aidé à s'élever. Voilà. Voilà, une illustration de comment les noms, parfois, peuvent vraiment avoir une importance énorme. Si on passe maintenant sur une communication plus subtile, d'âme à âme, on est donc sur, comme j'ai dit tout à l'heure, sur plus toutes les histoires qui vont toucher les missions de vie. Tout comme vous, les animaux, à chaque incarnation, ont leur propre mission de vie. Et tout comme vous, eux aussi vont choisir leurs parents, puis leur maison, leur famille d'humains, etc. C'est un choix qui se fait à deux, même si des fois ça n'en a pas l'air. Les choses se mettent. Vous ramassez le petit chat à moitié mort sur le bord de la route, mais il n'était quand même pas là par hasard. Donc, les choses se mettent. On peut, je pense maintenant quand même, allez, 2025, oser quitter cette position de toujours croire qu'on contrôle plein de choses et qu'on décide de tout. On sait tellement bien que ce n'est pas comme ça que les choses vont, quoi. Et là, on entre aussi dans toute une zone de malentendu. Dans toute une zone. L'animal domestique, je ne vais pas aborder l'animal sauvage aujourd'hui, on n'aura vraiment pas le temps. L'animal domestique, on font vivre des tas et des tas et des tas de malentendus dans les relations avec les humains. Comme je dis tout à l'heure, on décide pour eux. Je voudrais une jument d'élevage parce que je veux un poulain, je choisis une jument parce qu'elle a des beaux papiers, ça va faire des beaux poulains. Est-ce qu'on lui demande son avis? Non. Et donc si elle ne veut pas de l'étalon, on va assister. Si elle ne veut vraiment pas, on va lui donner un calmant. Si elle ne veut vraiment pas, on va lui entraver les postérieurs. C'est du viol organisé, mais c'est comme ça. Et jusqu'à ce qu'elle ait un poulain. Et peut-être que le premier, elle va l'avorter, parce qu'elle n'en veut vraiment pas. Mais le troisième passera. On fait vivre des choses aux animaux domestiques qui, des fois, sont vraiment très, très dures. Se priver de la CA, c'est vraiment cultiver aussi tous ces malentendus-là. Et c'est dommage. Quand j'accompagne quelqu'un qui, pour une visite d'achat, cheval, et qui me dit, voilà, moi ce que je veux, c'est ça mon rêve, c'est ça mon projet, on va les demander aux animaux. Et donc les personnes font leur sélection, on va voir 3 ou 4 chevaux, et aux 3 ou 4 chevaux, j'explique le projet. Qui a envie d'être, j'invente, un cheval de compétition. Mais il faut être honnête, c'est une question d'éthique aussi. Il ne faut pas aller vendre à l'animal qu'il va les gagner tous les dimanches et qu'il aura sa petite gloriole. Parce que être cheval de compétition, c'est aussi beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement, beaucoup de patience, du temps, de la douleur parfois. Ça veut dire que pour un dimanche de compétition où il va sauter pendant 2 minutes, il va rester 8 heures attaché au camion, parce que s'il gagne, il faudra qu'il repasse à la fin de tout le monde pour la deuxième épreuve. Donc c'est beaucoup de choses à expliquer. Mais quand vous prenez cette authenticité, cette transparence et cette éthique d'être honnête et de poser le projet comme ça, il y a des chevaux qui vont tout de suite vous dire « ça ne va pas, non, laisse-moi bien tranquille, s'il te plaît, ce n'est pas du tout mon truc ». Mais ce cheval-là a peut-être des super papiers de cheval d'obstacle, mais en attendant, ce n'est pas son truc. Et puis vous en avez un autre qui va s'allumer complètement. Et quand on prête son canal sensoriel, donc son canal kinesthésique, donc son corps, pour sentir ce que l'animal vit en lui, vous sentez ici, enfin en tout cas chez moi c'est comme ça, un truc, pouf, un ego comme ça qui vous sort de partout, de « ah ouais, ça je kiffe, ça je veux bien ». Et effectivement, ces chevaux-là, vous les retrouvez en compétition de haut niveau et de très haut niveau, et ça match avec les gens, et ils gagnent, et ils sont bien, quoi. Donc il faut aussi, à un moment donné, sortir un peu des croyances que l'on a, que aucun cheval ne doit aller en compétition, ni même être monté, on peut tout arrêter, etc. Il faut tous les mettre en prairie. Il y a des chevaux qui vont adorer être en prairie, mais il y en a quelques-uns qui adorent la compétition. Il y a des chiens qui sont faits pour faire de la thérapie. Il y a des images, voilà, Chiara justement, qui travaille avec moi avec des personnes polyhandicapées. C'était son kiff, vraiment. Et si vous lui demandez de faire autre chose, oui, elle le fait parce qu'elle est une bonne patte quand même, mais ce n'était pas son kiff, quoi. Et donc on entretient comme ça avec les animaux domestiques une montagne de malentendus. Et je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes de gens qui, par exemple, achètent un cheval dans un manège en disant « le pauvre, il tourne depuis des années avec tous les gosses qui hurlent et qui font des tas de trucs. Moi, je vais lui offrir enfin une belle vie. » Et les gens achètent le poney et le mettent dans une belle prairie. C'est vrai. Et le cheval, il devient fou, quoi. Ou il dépérit, ou il déprime, ou il devient dangereux.
Et puis quand les gens en sont à leur deuxième fracture, on m'appelle en disant « mais il était en poney club avec des gosses de 5 ans, ça tournait !» Et moi je suis cavalière, ok, pas super, mais quand même, et il me jette sur la route, je me fracture le bassin. Et puis moi dès que je discute avec le poney, il me dit « mais où sont mes gosses? Ils sont où tous mes gosses ?» Moi j'aimais bien cette effervescence de tous ces moutards qui grouillent autour de moi, tout ce bruit, et j'aimais bien être chouchoutée. Alors que d'autres chevaux vont vous dire « ouf, je suis sortie de là parce que franchement, ce boucan et tous ces gosses qui hurlent tout le temps, mais c'était infernal. » quoi. Donc il faut vraiment sortir de l'idée que tous les chevaux seront bien dans une écurie. Il y a des personnalités pour chacun et chacun a vraiment aussi ses préférences et ses intérêts. Et donc pouvoir demander à l'animal, idéalement avant de l'acheter, c'est quand même plus cool, où sont ses intérêts et qu'est-ce qui va le faire tilter, dans quoi il sera heureux. Ça va nous éviter plein de malentendus. Ou alors après, on le fait après, mais on aura déjà essuyé des plâtres, etc. On a la même chose quand on adopte, si vous adoptez un chat ou un chien. Vous avez maintenant, c'est quand même notre richesse en région wallonne, ce fameux site qui reprend toutes les photos de tous les refuges. Ben, faites-vous plaisir. Regardez un peu tout ce qui vous plaît et allez demander, quand vous flashez sur l'un ou sur l'autre, allez proposer votre projet. Vous faites le faire par quelqu'un qui sait le faire. Allez proposer votre projet de vie. Parce qu'un chien qui va être super heureux, parce que, je sais pas, moi, le dernier que j'ai adopté, il passe de temps en temps, il y a un chien gris et blanc, là, plein de poils, Max qui vient d'un refuge. Quand je lui ai proposé, est-ce que tu es OK de venir, il y a des moutons, des chevaux, des poules, ça, il y a 7 hectares, et il faut pouvoir être autonome là-dessus. Il n'y a pas de laisse, il n'y a pas de... Voilà. Lui, il s'est allumé complètement, ah ouais, de la place et pouvoir courir. Mais pour le même prix, j'en avais vu un autre qui me plaisait bien aussi, qui m'a tout de suite dit, ça va pas, non? Moi, je veux un divan, et ma petite gamelle ceci, et mon petit service d'hôtel cela, et dehors, il y a de la boue en plus, mais il est hors de question, quoi. Ben alors, on s'évite des malentendus, et je vais chercher le chien qui a envie d'être dehors. Voilà, des fois, c'est pas plus compliqué que ça, éviter les malentendus. Mais malheureusement, on a pris cette habitude de décider pour l'animal, et donc on le met dans des situations qui ne sont pas toujours celles-là. Le nombre de gens que je rencontre, et que je suis sûre que vous en connaissez aussi, j'aime faire du jogging, je vais donc me chercher un border collie, il va courir avec moi, c'est évident. Ben, c'est évident, sauf que ce n'est pas du tout une activité qu'il va forcément aimer, et même s'il aime, ça ne va pas forcément être adéquat pour sa physiologie. Et ce n'est pas parce qu'on est border collie qu'on est étiqueté « j'aime courir ». J'en connais quelques-uns, le divan leur va très bien aussi. Donc il faut pouvoir un peu se décaler et prendre le recul comme ça des préjugés qu'on a par rapport à un animal ou par rapport à une race et se dire mais on va demander. Oscar, qui accompagne à toutes les formations. Alors, dans les chiens qui travaillent, donc moi j'ai un troupeau de chevaux, de moutons et 2 chiens, puisque les autres sont morts maintenant. Ça, c'est un oison qui a été élevé par la poule. Voilà. Elle voulait absolument. Et moi, je me disais, mais non, parce qu'il va grandir et je veux. Alors, je n'ai pas gratté le pourquoi elle voulait. Ça ne m'intéresse même pas, mais elle le voulait. Donc, je lui ai confié un 9 doigts. Et ils ont passé des années ensemble. Voilà. Des fois, il faut un peu lâcher aussi l'histoire. Du coup, qu'est-ce que je racontais? Oui, les chiens qui travaillent. Ils ont aussi chacun leur particularité. Et ça aussi, ça peut être source de malentendus. Il y a des chevaux qui font de l'équi-coaching. Tout le monde n'a pas envie, tous les chevaux n'ont pas envie de coacher. Mais il y en a qui font ça à merveille. Et des fois, on se fait vraiment des idées de « Ah, lui, avec sa personnalité, il va être un coach super ». Et il dit « Bah non, ça ne m'intéresse pas, moi, les malheurs des gens et leurs problèmes. Laisse-moi tranquille, laisse-moi bien dans le troupeau. » Et puis, il y a le poney qui arrive, là, le machin, où on se disait qui dit « Moi, je veux ». Et il fait un travail super, quoi. On a un cheval de trait qui passera certainement à un moment donné, qui coach à merveille. Il coach avec une tonne 60. Il faut être ancré, hein, sinon on est un peu déstabilisé. Mais il fait les choses vraiment merveilleusement bien. Donc, l'ACA, pour moi, c'est là qu'elle a vraiment ses lettres de noblesse et son utilité. Elle permet vraiment ou d'éviter les malentendus ou de les rectifier. Pour moi, elle est vraiment un pont qui peut vraiment être super chouette au quotidien, déjà au quotidien, pour sortir des malentendus, éviter les nouveaux malentendus et trouver une façon de vivre ensemble qui est beaucoup plus juste pour les deux parties. Ça, c'est déjà beaucoup.
Alors, cette relation, évidemment, oui. Cette relation d'âme à âme, elle, alors là on va décoller un peu, hein. Cette relation d'âme à âme, elle, ben forcément elle ne s'arrête pas. Si votre âme est immortelle, la sienne aussi. Ça veut dire qu'on a aussi le bon côté de se dire que quand nos animaux partent, on peut continuer à discuter avec eux. À la fois on peut accompagner ce passage, on peut demander s'il est prêt, on peut lui demander comment il voit ce passage. Il y a des animaux qui demandent de l'aide, ils n'ont pas du tout envie de souffrir, ils demandent de l'aide. D'autres refusent de l'aide et disent non, je veux partir tranquillement avec toi peut-être ou avec un tel, mais je ne veux pas... oui, il fait des choses bizarres là. Pardon? Ah. J'apprends plein de choses moi aujourd'hui. Voilà, on est reparti. Oscar. Voilà, merci. Cette relation d'âme à âme qui, elle, reste possible, va nous permettre d'accompagner la fin de vie de nos animaux, donc ce qu'ils veulent, hein, est-ce qu'ils veulent de l'aide, est-ce qu'ils ne veulent pas de l'aide, comment ils veulent partir, où est-ce qu'ils veulent partir, et de s'ajuster au mieux à ça. Elle va permettre d'accompagner le passage, ça fait l'objet de tout un week-end de formation bien spécifique là-dessus, d'accompagner ce passage, puis de vérifier s'il est passé dans la lumière, jusqu'où il est, s'il a besoin d'aide, s'il a besoin de quelque chose. Et puis une fois que c'est fait, ben, cette relation-là, elle reste. Elle reste. Et donc vous pouvez continuer à demander des enseignements, vous pouvez continuer à papoter. Voilà, l'animal vous manquera parce qu'au quotidien, physiquement, il ne sera plus là, mais cette connexion, en fait, elle ne s'arrête pas. Pardon? Comme avec les humains, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Une âme, ça reste une âme, quoi. Donc voilà. Et donc certains vont aller jusqu'à dire que oui, mais je reviens bientôt, etc. D'autres, je fais mon chemin et puis on verra bien. Il y a de tout, de nouveau, il y a vraiment de tout. Mais pour ça, ça reste un outil qui est très apaisant aussi dans les phases de deuil. Un petit point par rapport à la pratique même. Tout à l'heure, j'ai parlé d'éthique. J'ai envie d'en déposer ici quelques mots quand même. On est où là dans le timing? Allez, on est bon, c'est bien. On ne peut pas... Il y a une phrase qui n'est vraiment pas de moi, mais je l'aime beaucoup, qui dit « Toute nouvelle compétence amène de nouvelles responsabilités ». Que ce soit pour la CA ou pour n'importe quoi d'autre, ça reste vrai. Toute nouvelle compétence amène de nouvelles responsabilités. La CA, ce sont des lames de rasoir dans des mains de singe. Avant de pouvoir jongler, être bien affûté, etc., on peut aussi faire des bêtises. Et donc c'est vraiment important que vous rencontriez des praticiens ou que vous ayez vous-même, si la pratique vous intéresse, une éthique qui est importante. On ne fait pas tout et n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Ça ne va pas comme ça. On n'est pas des apprentis sorciers. Et par rapport à la CA, ça paraît des fois étonnant, mais je suis sûre que si je change de corps de métier, ça va vous sembler évident. Si vous êtes kiné, parce que vous avez un œil formé à être kiné, vous voyez bien les gens qui boitent dans la rue. Mais vous n'allez pas traverser la rue en disant « Dites, votre hanche, là, elle n'est pas très droite. Hein. » Mais non, vous foutez la paix aux gens. Ils ne vous ont rien demandé. Si vous êtes dentiste, forcément, vous voyez bien qu'un tel ou un tel a peut-être un souci de dent ou une dent de travers. Mais vous ne voyez jamais votre dentiste qui va interpeller quelqu'un d'inconnu en disant « Dites, votre dent, là, est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas un petit soin parce que... » Mais non, quoi. On a à sa place. Et donc, en CA, on va travailler uniquement et exclusivement sur mandat. L'accord du propriétaire. De l'animal aussi, mais il sera toujours d'accord. Mais la demande du propriétaire. Et ça, c'est quelque chose avec lequel, parfois, et je sais que je prends des gros raccourcis ici, mais j'ose le faire, parfois, c'est difficile pour les praticiens, ça. Oui, mais je suis arrivée dans l'écurie, le cheval m'a dit qu'il n'était pas bien. Oui, mais on ne t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé. Si vous entrez dans une écurie avec des écoutilles ouvertes et qu'il y a 40 chevaux, ils auront tous les 40 un truc à vous dire. Et quoi? Vous allez après chercher le propriétaire et lui dire « Alors, je passais par hasard, hein, mais ton cheval m'a dit que quand tu montes, tu es toujours appuyé sur la fesse droite, c'est très inconfortable pour son dos, il en a vraiment marre. » Et vous espérez quoi? Et vous allez vous ramasser un pain à un moment donné. Hein. Les gens, ils ne vous ont rien demandé. Alors, est-ce que pour autant, là, ce n'est pas juste? Évidemment, il y a quelque chose de frustrant là, évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'on met cette borne éthique-là sur le mandat?
Parce que dans la domesticité, le propriétaire de l'animal est le seul garant du bien-être de son animal. C'est le seul qui peut modifier les conditions de vie de son animal. Donc si ce n'est pas le propriétaire qui vous dit « mon chien il va pas bien, il me bouffe mes divans, machin, qu'est-ce que je peux faire ?» Ce qui dit déjà qu'il est prêt à faire quelque chose, peut-être pas ce que l'animal va demander, mais en tout cas il est ouvert à quelque chose, là on peut discuter. Et après dans la négociation on arrivera peut-être à du matériel que le chien peut utiliser, ou plus de sorties, ou des sorties plus intéressantes, etc. Mais si vous allez trouver quelqu'un qui ne vous a rien demandé en disant, vous savez, votre chien, il s'emmerde, hein, donc si vous pouviez le balader tous les jours, 3 heures, ce serait vraiment top, ben forcément, vous allez avoir une fin de non-recevoir. C'est logique. C'est logique, on ne vous a rien demandé. Si la CIA vous démange au point de discuter avec n'importe quel animal sans mandat, il y a toute la faune sauvage pour ça. À partir de vos jardins, discutez avec les corneilles, les pies, tous les bancs de moineaux, allez discuter avec le renard qui vient de temps en temps pour négocier, qui prennent une poule par an, mais pas 3, il y a encore des voisins, on peut partager, quoi. Il y a moyen de faire 10 000 choses super intéressantes avec de la faune sauvage. Mais si on s'intéresse aux animaux domestiques, là, il faut un mandat clair. Sinon, le risque, c'est que ça se retourne contre l'animal. Et ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on aimerait, idéalement, c'est que les choses soient au plus respectueuses, merci, pour tout le monde, et que chacun trouve sa place dans ce qu'il a à faire. Quand un animal est bien dans sa mission, qu'il est entendu dans sa mission et qu'il est accepté pour ce qu'il a à apporter, mais on est dans tout à fait autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Je prends l'exemple typique, parce qu'il y en a plein. Des chats, par exemple, hein, il y a plein de missions différentes pour les chats, mais certains chats ont des missions d'éducation de tout petit, des nounous. Donc il y a des chats comme ça qui sont avec les bébés, qui dorment avec les bébés, etc. Quand l'enfant a 3 ans, et votre chat il disparaît. Mais c'est forcément un déchirement. L'enfant il pleure, tout le monde pleure. Et puis vous apprenez quelques semaines après que le chat, tout compte fait, il s'est installé 4 maisons plus loin parce que là il y a un nouveau-né. Le chat, il continue sa mission. Et vous n'étiez qu'une étape. Voilà. À côté de ça, il y a des chats dont la mission est l'humain de sa maison ou la maison tout entière pour nettoyer au niveau énergétique. Du coup, il va rester. Ça, ce sont des animaux qu'on ne déménage pas, par exemple. Moi, j'ai déménagé 9 fois. À 3 reprises, j'ai repris une maison avec le chat de la maison, parce que c'était le chat de la maison. Et on négocie avec le propriétaire, évidemment. Hein, Donc, ce n'est pas forcément gai d'être au clair avec tout ça. Je m'en rends bien compte. Des fois, c'est inconfortable. Avoir le point de vue de l'animal sur vous, parfois, c'est gai. Parfois, c'est flatteur. Parfois, c'est moins flatteur. Hein? Mais ça vaut la peine quand même des fois. Mais à ne demander, évidemment, que si vous vous sentez prêt à changer, que si vous vous sentez prêt à entendre, que si vous vous sentez prêt à vous ouvrir à ça. Si vous, dans votre conception, votre chien est un truc qui doit obéir, marcher au pied, et vous ne voulez absolument pas savoir ce que le chien pense de vous, mais ne le demandez pas, surtout, parce que sinon la réponse risque de vous embêter un petit peu. Voilà, voilà. Mais donc, quand on Oui. entre comme ça dans une écurie et que tous les chevaux nous parlent, Oui. on est en mode alpha. Enfin, Dans la formation, au début de la formation, on apprend à ouvrir ses écoutilles. Déjà au 2e week-end, on apprend à les refermer pour filtrer. Parce que si tu rentres dans une écurie avec tes écoutilles ouvertes, c'est un peu comme quand vous faites vos courses dans un supermarché et que vous écoutez tout. Mais c'est insupportable. Vous allez entendre tous les bruits des caddies, vous allez entendre ce que disent les gosses, ce que les mères répondent aux gosses, c'est pire. Vous allez entendre aussi l'homme là, qui téléphone à sa femme. « C'est quelle marque de tomates que tu voulais, ma chérie ?» Vous entendez les appels boucherie, les appels de caisse. Vous sortez avec une tête comme ça, si vous ne savez pas filtrer. C'est ce que vivent les personnes autistes. Elles ne savent pas filtrer. Elles ne vont pas faire leurs courses le samedi, elles vont le jeudi matin. Okay. Et en CA, c'est pareil. On apprend à ouvrir ses écoutilles à un moment, puis on apprend à refermer ses écoutilles pour que cette ouverture d'écoutilles devienne volontaire. J'ouvre quand je suis dispo et on va discuter, mais là, je ne suis pas là pour discuter. Je vais dans l'écurie monter mon cheval, je referme ces écoutilles et je ne suis pas un bureau des plaintes ouvert H24, une conciergerie où tout le monde peut venir déverser tous ses malheurs et toutes ses questions. Sinon, vous ne dormez plus, hein, ça ne s'arrête pas. Et on arrive à faire la différence entre nos interprétations et... Oui. Oui, je n'ai pas abordé ça parce que le temps était court, mais c'est vraiment un des défis en début de formation, c'est de recueillir des infos et surtout ne jamais interpréter. On n'a pas à interpréter. On croit que
Oui. Mais il y a pas, en fait, le malentendu là, qui est là pour l'instant, c'est que ce n'est pas à nous de croire quoi que ce soit. Quand il y a une consultation, je reçois des infos de l'animal et je les rends au propriétaire. C'est pour le propriétaire que ça doit avoir du sens. La jument, là, tout à l'heure, avec son nom tarabiscoté, moi, ça n'évoque rien. Donc, si je me mets à interpréter en me disant « Oh, elle me dit un drôle de mot, ça ne veut sûrement rien dire, je ne vais même pas le dire bah, », si on est là-dessus, on passe complètement à côté de la séance. L'info arrive, je la rends. Et ça fait mouche, toujours, parce que c'est pour eux que ça a du sens. Oui. Moi, j'ai deux questions. Oui. Est-ce que ça s'apprend vraiment Oui. ou ça part pas d'un don? Non, ça s'apprend. Ça s'apprend en partant de notre intuition. Et quand on fait la formation, le tout premier exercice que je donne, il se fait sans aucun apprentissage encore, juste pour vous montrer que vous avez bien une intuition. Donc, tout le monde a accès. Tout le monde peut apprendre. Et ça se fait en contact avec l'animal ou à distance? L'apprentissage de base, il se fait via photo, pour rester, nous, dans notre zone de confort d'apprenant. Donc Après, on travaille sur les animaux en vrai. Dès le deuxième week-end, en fait, ça va vite. Hein. Et donc, mais est-ce qu'il peut vraiment y avoir des communications avec les animaux qui se font à distance? Bien sûr, bien sûr. Si on travaille sur photo, on travaille à distance. Donc, qu'ils soient vivants, décédés, photo ou en vrai, tout passe. Tout passe. Comme avec les gens, ceci dit. Et en combien de week-ends vous nous formez? L'initiation, c'est un week-end. Après un week-end, vous avez les bases pour devenir autonome. Après, l'initiation, c'est comme quand vous apprenez une langue étrangère. Moi, je vous donne la grammaire et je vous donne du vocabulaire. Après, il faut pratiquer. C'est clair. Voilà. Après, il reste plein d'autres week-ends pour s'aiguiser et se rôder. Mais en un week-end, les bases sont là. Oui. Est-ce qu'on peut servir d'intermédiaire, par exemple, entre deux chats Oui. pour qu'ils arrivent à mieux... Bien sûr. Oui. Oui, les conflits, c'est un truc qui arrive vraiment très souvent. Oui. Que ce soit entre des chats, entre des chiens, oui, bien sûr. Et du coup, comme médiateur et comme négociateur. Ça arrive souvent quand ils ont des missions très différentes, en fait. Tu vois, il y a un chat de maison qui est là pour nettoyer la maison tout le temps et la garder la plus saine possible. Et puis, tu as un chat nounou. Eh ben, l'un trouve que l'autre met un peu de désordre. Tu vois, et donc, des fois, c'est vraiment très conflictuel entre eux. Alors qu'une fois qu'on a pu apaiser les choses comme ça peut vraiment redevenir bien. Même s'il y a un chat qui ne nous appartient pas. Ah, là, on rentre dans les questions éthiques que je ne vais pas pouvoir tout développer ici. Il y a des exceptions pour discuter avec un animal qui n'est pas à vous ou dont le propriétaire n'est pas là. En fait, je vous donne l'info, mais alors vraiment brute de décoffrage. On peut discuter avec un animal sans le mandat du propriétaire si on discute sur des infos qui n'impactent pas son quotidien. D'accord? Est-ce que je suis claire en disant ça? Non. N'impacte pas son quotidien Chez lui. Voilà, chez lui. Je vais prendre un exemple inventé, un exemple bateau. Votre voisin laisse tout le temps promener son chien dans la rue, d'accord? Et ce chien vient faire caca chez vous. Ça vous embête. Okay? Vous pouvez discuter avec ce chien pour lui demander de faire ça 5 mètres plus loin. Mais on ne va pas discuter avec ce chien de comment tu vis chez toi, est-ce que la nourriture est bonne, machin. Parce que là, on n'a pas le mandat. Et si même vous recueillez des infos, vous ne saurez rien en faire. Donc il faut se prémunir de ça. C'est vraiment juste la relation entre mon chat et ce chat. Voilà, ça on peut faire par exemple. On a le même... mais des fois, il y a des freins à la CA. Hein. Ce n'est pas un outil absolu, évidemment. Un des freins, par exemple, qu'on a, c'est par rapport aux animaux perdus. Hein, quand on me demande de faire un CA pour savoir où est ce chien qui a fugué, etc., ou qui est perdu, je peux faire ça. Mais je ne peux ramener comme information que ce qui est pertinent pour l'animal. Donc, je me souviens, par exemple, de chevaux qui avaient été volés. Je travaille sur les photos. Les chevaux ont été volés. Ils m'expliquent, ils me montrent tout leur environnement. J'explique. Il y a des box. Qu'est-ce que peut me dire le cheval? Il peut me dire l'environnement, si c'est du dur, du mou. Il connaît les litières. Les chevaux, ils connaissent ça. Donc, je sais que c'est sur paille, c'est pas sur foin. Il me montre ce qu'il voit autour. Donc, je décris tout ça à la personne. Mais aller retrouver en Belgique un coin qui ne ressemble pas à ça, ça devient compliqué. Et pour cette situation-là bien précise, mais c'était un hasard du tonnerre de Dieu, mais j'ai adoré, l'animal, qui est un animal de compétition, du coup il connaît aussi plein de choses par rapport à la compétition, me montre, là au bout de la vue, il me montre un camion, avec un dessin bien spécifique sur le camion. Et il me montre ça. Et donc je dis ça.
Et là, le propriétaire dit tout de suite, je sais chez qui c'est. Ils vont et les chevaux sont là. Ça, c'est une belle histoire. Mais à côté de ça, il y a toutes les autres, de chiens qui me disent, ah ben, je me promène, c'est plein d'arbres. Oui, ok, c'est plein d'arbres. Je fais quoi, moi, avec ça? Je ne sais rien faire avec ça. C'est triste, mais je ne sais pas faire plus. Si, je peux lui demander de rentrer, évidemment, s'il sait. Tout ça, je peux faire. On n'est pas démunis. Mais cibler un endroit par la CIA comme ça, c'est pas si simple. Parfois, oui, parce qu'il peut dire, ah ben, il y a une maison avec un truc là, et là, les gens disent, ah oui, mais je vois très bien. Et alors, on y va, et c'est go, et c'est bon. Mais c'est pas gagnant à tous les coups comme ça, quoi. Le cheval retrouvé Oui. remercie ou c'est pas dans leur... Lui n'a pas remercié spécialement, non. Non. Il avait envie d'être retrouvé. Voilà, c'était une question qui est restée pendante. C'est pas... Il est 13h30. Super, on continue les questions gentiment jusqu'à la fin, alors. Les animaux sauvages, par Oui. exemple. J'ai une fille dans mon toit. Oui, Mais là, tu peux négocier avec. C'est super, hein. Oui, mais je n'ai pas son nom, je n'ai pas son image. Non, mais tu peux te connecter à elle. Quand tu l'entends, par exemple, avec une procédure qu'on apprend en formation, tu peux te connecter à elle et commencer à discuter avec elle. Et ça, c'est sympa. Par exemple, des fois, j'enlève les taupes des jardins. Des gens qui ont trop de taupes dans leur jardin m'appellent pour dire « j'ai trop de taupes et on ne va pas les tuer ». Ben non. Et donc, du coup, je guide. Donc, je me connecte au clan des taupes. J'en ai jamais vu une, hein, je ne déterre pas pour la voir. Hein, mais je me connecte aux taupes. Je demande avant au propriétaire où est-ce qu'elles peuvent aller, ces taupes. Parce que si c'est pour l'envoyer chez le voisin où elles vont se faire dézinguer, ça, je ne fais pas. Hein. Je veux dire, j'ai mon éthique aussi. Par contre, parfois, juste en tournant là autour du potager, là, il y a un champ ou une prairie, enfin quelque chose de plus cool, quoi. Et donc, voilà. Et donc là, du coup, j'explique aux taupes qu'on peut aller par là, en passant, s'il vous plaît, à droite du potager pour pas tout démolir, sans toucher au rosier là-bas. Et on voit que de semaine en semaine, les taupinières avancent sur le chemin. Et puis, une fois qu'elles sont toutes dans le jardin, c'est OK. C'est quand même chouette, quoi, plutôt que de les tuer. Mais comment on sait qu'on est connecté avec? Ça, je ne peux pas te répondre dans ce cadre-ci. Il faudrait trop de temps. Trop de temps. Mais dis-toi que ça passe vraiment par le physique. Ce qui se vit, quand tu ressens une émotion, toutes tes émotions montrent des états internes. Quand tu es en colère, tu le sens. Tu sais ce qui bout, tu sais où tu es serré, où tu es flageolante, où tu es tendu, tu sais ça. Et pour chaque info, en fait, il va y avoir des traces comme ça à l'intérieur. Et tu vas apprendre à les décoder petit à petit, à les apprivoiser, et après, ça a valeur de traduction. Oui. Je voulais dire une chose aussi, c'est que tu m'as appris qu'à mes dépens, on n'attend pas toujours, on ne reçoit pas toujours les infos qu'on a envie Ah non, d'avoir. Et il y a eu 2 cas avec mon super Arthur, Oui. qui est un chat manipulateur, destructeur, qui a eu du domicile chez moi. Et quand toi tu m'as dit laisse-le partir. Oui. C'était pas l'info que j'avais envie d'entendre. Oui, mais oui. Il est toujours là. Oui. Mais voilà, et alors il y a eu aussi un cas où une dame cherchait son chat et l'information qui arrive, c'est le chat, il dit moi je suis beaucoup plus heureux là où je suis. Oui, oui, Rentrer. oui. Et ça arrive de temps en temps, et c'est vrai que c'est surtout pour les chats, mais non, non, non. Si vous voulez entendre les infos que vous voulez entendre, consultez pas. Consultez pas. Consulter, c'est s'ouvrir et prendre effectivement le risque. Des fois, on a des infos qu'on adore. Il ne faut pas non plus imaginer qu'on ne ramasse que des claques, loin de là. Mais effectivement, oser donner la parole à l'animal, c'est oser entendre quelque chose qu'on n'a peut-être pas imaginé. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Comment? Ou qu'on ne veut pas entendre. Maintenant, l'avantage, Oui. c'est quand on est prévenu et qu'on ne fait pas ce qu'on nous a dit de faire, ben, tant pis pour nous. Ah, ça, c'est toujours, de toute façon. Mais ça, en CIA, comme dans tout le reste. Hein. Ou vous apprenez à vos dépens. Oui. Je veux juste partager quelque chose Oui. auquel je ne m'étais pas rendu compte parce que je suis beaucoup en contact avec des animaux. J'étais élevée dans une ferme et tout ça. Bon, maintenant, ça l'est moins. Mais chez nous, c'est une maison à la campagne, il y avait toujours d'énormes araignées. Ça a été ma phobie pendant des années, puis mes filles aussi. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, puisqu'elles arrivent toujours et que j'ai peur de les voir, donc je les attire, je leur ai dit, maintenant, ça suffit. Je vous demande de me libérer de votre présence et aller voir ailleurs. Alors, j'ai dit ça comme ça. Mais ce que je me suis rendu compte, je me dis, ça fait 2 ans que je suis consciente aujourd'hui, que je ne les vois plus, ces monstres sur mes murs. Et bien, de tout ce que vous venez me partager aujourd'hui, là, je me rends compte que
dans ma simplicité, dans Bien l'être sûr. que je suis, Oui. j'ai pu amener cette vibration Tout à fait. qui a fait que Tout à fait. cet échange C'est pour- avec l'araignée. C'est génial. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, cette intuition-là et cette simplicité-là, tout le monde l'a déjà, sans apprentissage. L'apprentissage ne sert pas à avoir cette simplicité-là. Vous l'avez déjà dans votre cœur. La formation, elle sert à fluidifier ça pour pouvoir en faire un outil de travail ou un outil de communication qui va dépasser l'élan de cœur, qui va dépasser juste le flash de « Oh, mon chien, il a l'air un peu tristouné aujourd'hui. » Bon, on va plutôt aller chercher le pourquoi, du comment, etc. Avoir une vraie discussion, quoi. Voilà, voilà. D'autres questions? Il nous reste quelques minutes. Oui. Moi, je peux déménager dans 4 mois. Oui, Et en Espagne, j'ai un chien. oui, Et donc, je me demande, effectivement, il y a une préparation. oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui, Mais il a déjà un prénom espagnol, donc j'ai eu l'intuition de le baptiser. c'est super. Alors que je n'étais pas du tout prédestinée à aller là. Aujourd'hui, c'est déjà. En tout cas, vous ne vous souveniez pas que vous étiez prédestiné à partir par là. Mais il y avait un petit morceau de vous qui le savait déjà et qui prépare les choses. Ben oui. Oui, moi ou n'importe quel autre praticien, mais il faut préparer cet animal. Ça va être beaucoup plus simple pour lui. Beaucoup plus simple. Oui, et puis il y a tous les aspects pratiques. Hein. Les aspects pratiques, c'est quand on commence à faire les empactages, par exemple. C'est stressant pour un chien. Hein. Moi, je me souviens d'un déménagement où l'animal était prévenu, mais en attendant, je me rappelle de ce divan qui sortait de la ferme, qui sortait et qui arrivait dans la cour de la ferme, et puis 10 mètres plus loin. Et chaque fois que le divan se posait, tout de suite le chien était couché dedans, comme pour dire « M'oubliez pas, hein, m'oubliez pas ». Et on disait « Mais évidemment que tu viens avec ». L'ennui, c'est qu'il allait venir au dernier trajet. Et le divan, lui, il ne fait pas le dernier trajet, il faisait dans les premiers. Et donc le chien, il était dans une anxiété terrible de et moi, quoi. Donc voilà, donc tous les petits aspects pratiques aussi, on fait d'abord les caisses, patati, mais toi, on t'oublie pas. Et comment est-ce qu'il veut voyager? Est-ce qu'il voyagera en avion, en voiture, et enfermé ou pas enfermé? Avec qui? Tout ça peut être préparé. On peut vraiment être fin avec tout ça, ça peut être bien. Oui? Vous avez dit qu'on puisse connecter aux plantes. Oui? Juste Oui? en 2 mots, est-ce que c'est la même connexion? Tout à fait. Tout à fait. Et il y a plein de choses à apprendre des plantes. Et des arbres aussi. C'est juste. Et le gros caillou du coin aussi, et la rivière aussi. Il y a vraiment... ouais. Vraiment. OK? Plus d'autres questions? On laisse comme ça? OK? Eh ben, un grand merci à vous. J'ai des flyers ici si ça vous intéresse. Comme ça, vous pouvez reprendre. Merci, c'est gentil.